Alors, bonsoir à tous déjà. Alors, ce soir, on va voir quelques bonnes pratiques. J'ai décidé de les articuler autour de 5 acronymes pour avoir une sorte de fil conducteur. Ce qu'on va voir là, petit disclaimer avant de commencer. Déjà, pour la plupart, c'est des principes, donc il faut pas les appliquer forcément à la lettre partout, mais plutôt avoir ça à l'esprit quand on dev pour essayer de le faire de la meilleure façon possible. Et ensuite, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des principes qui s'appliquent à tous les développements, peu importe le langage, pas forcément du PHP, même si ce soir, dans les exemples que je vais donner, ils seront en PHP. Finalement, c'est quelque chose qu'on pourra appliquer sur n'importe quel langage. Donc on se lance avec le premier, je les ai classés un petit peu par ordre de difficulté. Ceux en général par lequel on commence, c'est souvent dry. Donc c'est quelque chose que vous connaissez sans doute déjà. C'est dry, c'est le diminutif pour don't repeat yourself. Le but, enfin ce qu'on cache derrière cet acronyme-là, c'est d'essayer d'éliminer toutes les duplications de code qui peuvent se cacher à droite à gauche et de faire ce qu'on appelle de la factorisation pour essayer de, voilà, quand on a plusieurs fois le même bout de code qui se répète un petit peu partout dans notre application, on va essayer de le regrouper dans la même méthode, la même fonction et de passer éventuellement en paramètre qui permettra de faire varier les petites subtilités qu'il y avait. Donc l'objectif de Dry, c'est vraiment de dire on va essayer de pas réinventer la roue, donc de pas avoir toujours des copier-coller à faire partout et de changer, de répéter sans cesse la même chose. Et aussi d'avoir voilà une espèce de centralisation. Donc quand on corrige du coup à un endroit, ça devrait corriger pour toutes les utilisations qui sont faites de cet endroit-là. Normalement, c'est un principe assez courant, c'est un des premiers qu'on rencontre quand on commence à dev. Donc on va augmenter un petit peu et passer à KISS. KISS, donc c'est un acronyme qui peut avoir plusieurs significations. Donc KISS, c'est Keep it simple stupid. Ça peut être aussi vu sous d'autres significations. Alors ça sera toujours KISS, mais par exemple ça peut être Keep it safe and simple. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas le mot stupide. Il y a plusieurs variantes de ce type-là, mais en tout cas on est toujours sur le même concept quand on parle de KISS. On parle de quelque chose qui doit être le plus simple possible. Alors il faut savoir que on passe beaucoup plus de temps dans notre vie de dev à lire du code plutôt qu'à l'écrire. Donc l'idée c'est vraiment de se dire je vais essayer de faire quelque chose qui est facile à lire, facile à comprendre. Et voilà, ça permettra de faire quelque chose de plus simple à maintenir. Donc pour ça, on va essayer d'éviter les choses où on est trop malin ou trop magique dans ce qu'on écrit comme code. Je pense notamment à des défis du genre on écrit sur une seule ligne tout le code d'une classe. Ça peut paraître bête comme ça, hein, comme exemple, mais voilà, c'est ce genre de défi sur lequel on peut avoir du coup une clarté du code qui est sacrifiée juste pour voilà, relever un défi ou rendre quelque chose de magique. C'est dommage, il faut vraiment essayer de viser la simplicité, quelque chose qui est facile vraiment à lire, à comprendre du premier coup d'œil. Donc on va éviter de trop complexifier quelque chose qui n'en a pas besoin, quoi. Troisième concept où là on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors là on est vraiment sur un concept qui est orienté objet, c'est LOD, donc Law of Demeter. Il est résumé par cette petite remarque que j'ai mis en italique sur le slide. En fait, quand on demande à un chien de nous suivre, on le demande au chien et on ne va pas demander à ses pattes de nous suivre. On va essayer d'appliquer un petit peu cette métaphore quand on écrit du code. On va essayer de dire voilà, quand j'écris le code d'une méthode, d'un objet, je vais me limiter aux méthodes des objets qui sont dans ces 5 catégories-là. Donc déjà, je vais m'autoriser à appeler bien sûr les méthodes de la classe où je suis en ce moment. Ça, j'ai le droit. Je vais m'autoriser à utiliser les méthodes des objets que j'ai reçus en paramètres de la méthode que je suis en train d'écrire. Bien sûr, je vais aussi m'autoriser à utiliser les méthodes des objets que j'instancie dans ma méthode que je suis en train d'écrire. Donc si je fais un new quelque chose, j'ai forcément le droit d'utiliser les méthodes de cet objet-là. Enfin, les propriétés de la classe, s'il y en a, qui ont été stockées par d'autres méthodes, ou par un constructeur, ou quelque chose comme ça. Et enfin, quelque chose qui serait dans le scope global, qui serait accessible par ma méthode. Voilà, je vais me limiter vraiment à ces 5 objets-là, et que sur ces 5 types d'objets-là que je vais me permettre d'appeler leur méthode, et pas plus loin. Alors comme ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, je vous ai pris des exemples de code. Donc ça, c'est un exemple de code dans lequel on ne respecte pas cette loi. Donc vous avez sur la partie gauche une classe user qui est définie. Je l'ai raccourci pour uniquement me focus sur ce qui était important. Donc on a une propriété qui est de type fichier et une méthode.
qui est getPhoto, qui permet de choper ce fichier-là. Donc dans l'idée, hein, c'est un utilisateur de mon application, je veux avoir la possibilité d'aller choper sa photo grâce à cette méthode. Et sur la droite, on en a une utilisation de cet objet user à travers deux exemples de méthodes, donc la méthode show et la méthode remove photo. Dans la méthode show, en fait, c'est assez simple, on va faire appel à un template twig. Ce template twig, il se trouve qu'il a besoin d'un paramètre qui est URL photo agent. Et pour aller le remplir, on voit qu'ici dans le code, je suis allé chercher le getUser. Puis sur ce getUser, j'ai fait un getPhoto, puis sur ce getPhoto, j'ai enchaîné avec un getURL. Là, on est typiquement dans quelque chose où on a brisé cette loi. Parce qu'en fait, alors this getUser, ça j'avais le droit de l'appeler, parce que c'est une méthode de l'objet sur lequel je suis en ce moment. Donc ça fait partie des 5 catégories, j'ai le droit. J'ai fait un getPhoto là-dessus. Là-dessus, j'ai toujours le droit, puisqu'en fait, je suis sur un objet qui est retourné par la méthode getUser qui est dans ma classe, donc tout va bien. Par contre, là où je l'ai brisé, forcément, c'est à partir du moment où j'ai appelé le getURL. Là, j'ai appelé ce getURL sur un objet que je maîtrise pas du tout. C'est juste un objet qui a été retourné par une méthode. Voilà, donc il y a eu ces plusieurs rebonds qui ont fait que j'ai fini par briser cette loi. Et juste en dessous, pour la méthode removePhoto, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire que j'ai reçu en paramètre un objet user. Ce user, j'ai appelé le getPhoto, ça j'avais droit. Par contre, juste derrière, j'ai appelé la méthode remove. Et c'est là que j'ai brisé la loi, puisque j'ai enchaîné en me permettant d'appeler un remove sur un objet qui n'était pas celui que j'avais reçu en paramètre à la base. Donc on va voir comment on le corrige, ça. La correction, la voici. En fait, on voit la partie gauche surtout qui a changé. On a rajouté l'objet, enfin la classe user. On a rajouté 2 méthodes. Donc le getPhoto URL pour avoir directement accès à l'URL de la photo. Et le removePhoto pour dire je veux remove la photo en question. Donc on voit sur la partie droite ce que ça a changé. C'est qu'on fait un rebond de moins. Donc le vis getUser, on appelle directement le getPhoto URL. Là où tout à l'heure on appelait le getPhoto puis getURL. Donc on a vraiment une version plus raccourcie. Et pareil sur le remove, donc on a appelé directement la méthode removePhoto sur l'objet user qu'on a reçu en paramètre. Donc on voit directement ici assez facilement le défaut de respecter cette loi de Demeter, c'est-à-dire qu'on a rajouté du code sur la classe user, du code qui finalement pourrait paraître un petit peu passe-plat. En fait, il n'apporte pas grand-chose à part rappeler les méthodes de l'objet sous-jacent. Donc ça c'est le défaut. L'avantage, enfin les avantages, il y en a plein. Le premier, c'est que on a par exemple beaucoup plus sollicité la classe utilisateur. Donc déjà ça va permettre, par exemple, prenons un exemple concret sur le remove photo. En fait, le fait de se permettre d'appeler directement le remove sur la photo, c'est-à-dire que j'enlève la photo de l'utilisateur et je préviens même pas la classe user que j'ai pété sa photo. Peut-être bien que ça l'intéresse en fait, cette fameuse classe user, de savoir que sa photo a été supprimée. Elle a peut-être d'autres actions à déclencher derrière, peut-être d'autres changements d'état par exemple, qui doivent être mémorisés. Et pareil pour le getPhoto URL, si finalement quand j'ai envie de choper l'URL de la photo de mon utilisateur, si un jour j'ai envie de dire c'est plus la photo small que j'utilise, mais une autre des propriétés, je peux le changer sans avoir à le changer partout dans le code où c'est utilisé. Voilà. Donc, vraiment, ce qu'on peut observer aussi ici, c'est que souvent on brise cette loi quand on utilise des getters. Donc ici, comme le getPhoto de l'exemple, c'est vraiment quelque chose qui a ouvert la possibilité d'accès directement à la propriété photosmall. Dès qu'on a ce genre de getter qui est global, qui dit bon je vous donne possibilité de manière publique de venir choper mon objet, du coup on ouvre énormément au reste du code en fait la possibilité d'intervenir sur cet objet là. Donc en faisant ça, et par exemple là dans le code on pourrait dire est-ce que j'ai pas finalement la possibilité de supprimer carrément cette méthode getPhoto qui ne met plus d'aucune utilité dans ce qu'on voit là. Alors peut-être du coup c'est utilisé dans le reste de l'application, il faudra faire le tri. En tout cas, ça serait intéressant d'essayer de la virer pour donner un accès un petit peu plus restreint à ce qu'on peut faire depuis d'un point de vue extérieur. Voilà pour la loi de Demeter. Ensuite, on va passer à Solid. Donc là, Solid, c'est peut-être l'acronyme et les principes qui sont les plus complexes de ce qu'on va voir ce soir. En fait, Solid, c'est un acronyme et chaque lettre de cet acronyme correspond lui-même à un autre sous-acronyme.
Donc par exemple, le S de solid correspond à Single Responsibility Principle, qui peut être abrégé, parfois on peut le rencontrer sous la forme SRP. Donc on va passer en détail sur chacun de ces principes-là, et j'ai essayé de les expliquer de la manière la plus simple possible. Donc Single Responsibility Principle, en général, c'est lui qui est le plus facile à comprendre. On va essayer de faire en sorte, quand on écrit du code, de se dire chaque bout de code que j'écris, il doit avoir une seule responsabilité dans la mesure du possible. Donc d'essayer de découper comme ça son code à la plus petite activité possible, au plus petit rôle possible. Et souvent ça a comme application par exemple de se dire l'avantage qu'on va trouver là-dedans, c'est, imaginons que je travaille dans un service informatique d'une boîte, s'il y a quelqu'un d'un autre service qui vient nous voir pour modifier quelque chose sur notre application, si j'ai bien appliqué ce principe-là, bah, du coup, les choses que je suis obligé de modifier sont assez restreintes. Normalement, il y a peu de choses à modifier et si j'ai bien respecté ça, j'ai pas non plus trop de questions à me poser sur les effets de bord que je pourrais avoir dans les autres services. Et pareil, je devrais pas trop avoir à aller demander à d'autres services leur permission pour changer un truc, si j'ai bien isolé chacun des différents rôles que doit jouer mon application. Le deuxième principe, c'est Open Closed Principle. Ça, c'est peut-être le plus compliqué à comprendre dans le solide, donc on va partir sur un exemple juste après. Mais le principe de base dit qu'on doit essayer d'être ouvert à l'extension, mais fermé à la modification. Donc ça veut dire qu'on va, en résumé, essayer de favoriser le polymorphisme dans l'objet, et on va se dire qu'on va pousser finalement les évolutions futures à faire des extends, tout simplement, et essayer de faire en sorte que les évolutions futures n'auront pas besoin de modifier le comportement ou du code qui serait dans la partie commune. Donc je vais montrer ça juste avec un exemple de code sur la slide suivante. Donc là on a sur la partie gauche un repository qui a été écrit. Et ce qui va nous intéresser, c'est la méthode, surtout la méthode import data que vous avez là, qui à partir d'un tableau d'enregistrement va les sauver en fait dans une table de la base de données. Pour ça, c'est un code assez simple, on a un begin transaction, on fait un delete pour vider la table, et derrière on parcourt les différents éléments du tableau qu'on a reçu et on fait un bet insert dans la table, tout simplement. Et ensuite on enchaîne par un commit ou un rollback selon si ça s'est bien passé ou pas. Ça c'est très bien tant qu'on intervient sur la table qui s'appelle imported dans l'exemple là. Et ça peut rester comme ça jusqu'à la fin des temps. On n'est pas obligé de faire directement du travail sur ce code là. Par contre, si on a voilà un autre usage qui se dit finalement pour une autre table, j'aimerais bien faire le même genre d'import. Il y a peut-être des petites subtilités qui vont changer, mais en fait en gros ça reste quand même de l'import de data dans une table. Et je vais me dire, bon ben voilà, j'ai un deuxième exemple qui se produit, du coup je vais réécrire mon code, et ça c'est ce qu'on a sur la partie droite, pour essayer de faire quelque chose qui respecte ce principe OCP. Donc pour faire ça, en fait on a isolé, notamment dans la méthode import data, ce qui est commun, ce qui est un peu partagé par tout le monde, et ce qui est l'algorithmie en fait, qu'on va garder là. Et on va essayer de voir tout ce qui est spécifique à la table sur laquelle on avait au départ. Donc là, la table, tout ce qui faisait mention finalement de la table import. Et on va le transformer en des fonctions qui sont des fonctions abstraites. Donc là, par exemple, je vais avoir une fonction abstraite qui s'appelle beforeInsert, qui va s'exécuter juste avant la boucle, et une méthode qui s'appelle insert, qui va s'exécuter voilà, chaque itération de la boucle. Donc ça me permet voilà, d'implémenter 2, 3, 4, 5 tables qui fonctionnent de la même manière, qui veulent avoir cet import-là, puisque l'algo de base est toujours le même. Par contre, ce qui va changer éventuellement, ce sont les actions qu'on y fait à chaque table. Donc par exemple, si j'importe des utilisateurs, je vais peut-être avoir envie de effectivement faire mes inserts, mais peut-être pas de faire mon delete. Donc dans le before insert pour cette table-là, je n'aurai rien à faire, ou peut-être d'autres actions qui n'ont rien à voir. Mais par contre, le côté insert, lui, il insérera comme il faut dans la table. Donc vous voyez, donc ça, on a respecté le principe dans le sens où on a ouvert à l'extension, on l'a même un petit peu orienté quand on utilise une classe abstraite. Donc on voit clairement qu'il suffit de faire un extend de cette abstract là pour rajouter le même fonctionnement sur une nouvelle table.
Donc on a favorisé l'extension. Et par contre, on a essayé de limiter la modification dans le sens où il n'y a pas de raison de venir modifier ce code-là pour de nouvelles tables qui vont arriver, puisque normalement l'algorithme de base n'a pas de raison de changer, même si j'essaie d'appliquer cette méthode sur une nouvelle table. Donc voilà, là on a un exemple de quelque chose qui essaye de respecter ce principe OCP. Liskov Substitution Principle, donc là ça aussi c'est quelque chose d'assez simple finalement. C'est quelque chose qui dit que dès qu'on dès qu'on crée une nouvelle classe qui en extend une autre, je vais me poser comme contrainte que cette nouvelle classe que je suis en train d'écrire, elle peut être utilisée partout où j'utilisais l'ancienne. Donc je vais essayer voilà, de garder véritablement le sens du mot héritage. Je vais vraiment hériter de la classe mère en essayant aussi de remplir les mêmes rôles que ce qu'elle remplissait déjà et en ajoutant simplement des fonctionnalités ou en précisant éventuellement quelques particularités. En tout cas, je m'astreins à ce que ma nouvelle classe puisse être utilisée partout où celle d'avant, celle dont j'étends, celle dont j'hérite, était utilisée. Et pareil, hein, si j'enchaîne comme ça les héritages, celle qui aura étendu la classe que j'ai étendue, elle doit respecter et doit continuer à remplir les mêmes rôles que celle qui était à la base. Donc ça aussi, c'est pas très difficile normalement à respecter comme principe, et c'est déjà ce qu'on a tendance à faire naturellement quand on utilise des extends. Mais vraiment essayer de le respecter à 100%. Ensuite, on va avoir le principe d'interface ségrégation de principal, ISP. Ici, quand on va essayer de respecter ce principe-là, on va faire en sorte à chaque fois de préciser des interfaces en précisant à chaque fois que uniquement ce qu'on a besoin. Prenons un exemple concret. Si j'ai un repository comme tout à l'heure là qui me permet d'accéder à des données, si j'ai besoin d'une méthode qui me permet par exemple de récupérer je sais pas moi, les utilisateurs actifs, puisque tout à l'heure on parlait de classe utilisateur, en fait je vais juste dire j'ai besoin au lieu de dire j'ai besoin de ce repository là particulièrement, quand je vais écrire le typage de mes paramètres, au lieu d'écrire je veux quelque chose qui soit de ce type repository, je vais plutôt créer une nouvelle interface dans laquelle je mettrai juste la méthode dont j'ai besoin. Donc là, en l'occurrence, le getUserActive par exemple, juste une méthode comme ça. Et cette interface-là, je vais l'implémenter dans mon repository en disant, ben voilà, j'implémente, je donne cette méthode-là à ce repository. Donc, et ensuite, à chaque fois que j'aurai comme ça d'autres besoins sur les utilisateurs, sur ce repository-là, à chaque fois, je vais essayer de limiter le scope juste à ce que j'ai besoin dans l'environnement que je suis en train de décrire. Donc pour essayer de différencier les différents usages par différentes interfaces à chaque fois. Et surtout pas faire appel à un gros repository dans lequel on a toutes les méthodes possibles et imaginables et dire j'ai besoin de tout ça. Non, en vrai, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai besoin que d'un petit extrait de tout ça. Donc ce petit extrait, je vais en faire une interface et dire uniquement de ce dont j'ai besoin. Et ça va permettre au fur et à mesure quand j'écris du code, par exemple, de dire à la base j'avais qu'un seul repository et je vais vouloir par exemple créer un repository qui est dédié à la lecture, un autre qui est dédié à l'écriture, et du coup je vais dispatcher les différentes interfaces dans ces deux repositories là, et j'aurai pas normalement énormément d'impact sur le reste de mon code, puisque à chaque fois la seule chose que je demandais dans mes utilisations c'était que ça implémente une interface en particulier, davantage que le repository en lui-même. Donc voilà pour la ségrégation d'interfaces. Et dernier principe de Solid, c'est le Dependency Inversion Principle, donc DIP. Là, c'est un principe qui dit qu'on va essayer tout le temps de dépendre des abstractions et pas des implémentations. Donc ça, concrètement, ça veut dire que quand je demande des paramètres dans mes méthodes ou dans mon constructeur, je vais essayer dans les types que je demande de préciser plutôt des interfaces, au pire des méthodes, des classes abstraites, mais essayer de pas requérir comme ça des classes concrètes directement. Mais voilà, pour essayer d'inverser la dépendance. Alors d'inverser la dépendance, pourquoi? Ça veut dire que quand j'écris une classe et que je dis de quoi j'ai besoin dans mon constructeur ou dans une méthode, en disant que j'ai besoin d'une interface, ça veut dire que je me suis rendu dépendant uniquement de cette interface-là. Et pas d'une classe en particulier qui, si elle évolue, risque de me péter la figure. Donc je vais plutôt me rendre dépendant d'une interface, et quand je vais écrire la classe véritablement qui va rendre ce service-là,
bah, je vais juste dire ça implémente cette interface que j'ai définie. Et ça peut faire éventuellement d'autres choses, peu importe, mais en tout cas, je m'engage à respecter cette interface. Donc finalement, la classe qui utilisait s'est rendue dépendante de l'interface, et la classe qui va rendre ça concret, elle aussi est uniquement liée à l'interface. Il n'y a pas de lien entre les deux classes concrètes. Et ça permet de faire de l'interchangeabilité, hein, c'est-à-dire par exemple le repository que je disais tout à l'heure, si j'ai une classe qui l'utilise, bah, je passe par l'intermédiaire d'une interface, à la fois pour faire cette ségrégation, mais aussi pour limiter la dépendance que je vais avoir. Et du coup, le repository peut vivre sa vie, et peut même être éventuellement remplacé par un autre. À partir du moment où cet autre s'engage à respecter l'interface, bah, du coup, je l'accepterai dans ma classe que je suis en train d'écrire. Et du coup, comme ça, j'ai plus de dépendance directe entre les classes. Donc voilà pour Solid. Et dernier acronyme pour ce soir, ça va être TDD. Donc TDD pour Test Driven Development. Donc là, on sort un petit peu, on est plutôt sur une manière d'écrire du code carrément, hein, la manière dont on exerce notre métier. J'ai voulu en parler ce soir parce que souvent TDD, il y a pas mal de gens pour qui c'est juste j'écris du code d'abord, du test d'abord avant d'écrire mon code. Et je trouve ça un peu dommage parce que TDD c'est beaucoup plus que ça en vérité. En fait, TDD ça part du principe que nous développeurs, on a plusieurs personnes dans notre tête qui se battent un petit peu. La première des personnes qu'on a dans notre tête, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que quand on est développeur, on utilise des classes qui sont déjà écrites. Et donc on se place voilà, on est souvent en train de râler. Ouais, ah, cette classe elle a été mal écrite, du coup je suis tout embêté pour l'utiliser. Ça c'est la casquette du coup d'utilisateur des classes. Après forcément, en tant que développeur, on a la casquette de celui qui code, celui qui écrit du code. Ça c'est la casquette assez simple à comprendre. Troisième casquette souvent qu'on a, c'est le côté monsieur propre. Donc je vais repasser sur du code qui a été écrit, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit plus simple, comme on disait tout à l'heure, qu'il soit voilà, mieux organisé, on va peut-être refactoriser des choses, comme on disait, on va peut-être faire un petit peu d'héritage pour rendre les choses concrètes, etc. Ça, c'est un troisième rôle, du coup, c'est le rôle de monsieur propre. Et le dernier rôle qu'on peut avoir, c'est monsieur optimiseur. On va faire la chasse à la consommation de mémoire, on va faire la chasse à la consommation de CPU, et on va essayer d'optimiser le code pour voilà, qu'il soit le moins consommateur possible. Donc finalement, on a toujours ces 4 casquettes-là en tant que développeur, et essayer voilà, de tous les faire en même temps, donc de faire discuter ces 4 personnes-là en même temps dans notre tête, bah, c'est souvent assez difficile. Du coup, coder en ayant ces 4 aspects en même temps en tête, c'est toujours assez compliqué. Et du coup, quand on applique TDD, on va essayer de séparer chacun de ces rôles-là et de les jouer les uns après les autres. Donc on va finalement, les gens qui sont dans notre tête, les faire passer en mode à la file, les uns après les autres, plutôt que de les faire tous discuter ensemble. Et donc quand on applique TDD, on va suivre ce cercle que j'ai représenté là sur la slide. Donc on va faire ces 3 étapes-là et on va les répéter autant de fois que nécessaire. La première étape qu'on va faire, en tout cas qu'on va s'astreindre à faire, c'est écrire un test. Donc ce test, il doit être le plus petit possible. Vraiment essayer de se dire, je fais un assert à la fois. Quand j'ai pas encore du tout écrit de code, en général, ce que je vais faire, le premier test que je vais écrire, je vais essayer de me concentrer sur c'est quoi la fonctionnalité principale de la classe que je vais écrire ensuite, et me concentrer là-dessus. Et dès que j'ai écrit un premier assert, je m'arrête. Là, normalement, à ce stade-là, mes tests échouent, hein, puisque il n'y a pas encore le code qui va en face, donc ça plante. Donc là, je suis en rouge, c'est ce qu'on a matérialisé avec le premier début de flèche qui est rouge. Là, je vais enchaîner derrière sur ma deuxième casquette. Donc, je range ma casquette d'utilisateur. Donc, où j'avais essayé de me projeter comme étant un utilisateur de ma future classe. Voilà de quoi j'ai besoin, comment j'aimerais qu'elle soit articulée. Je pose cette casquette-là et je prends ma casquette de codeur. Donc, je vais vraiment écrire le code pour faire passer ce test au vert, pour remplir un petit peu le besoin qui avait été exprimé par le test. Et là, à ce stade-là, ce qui est vraiment important quand on fait du TDD comme il faut, c'est de se dire, ok, c'est quoi le chemin le plus court en termes de code pour juste faire ce qu'on me demande. Je prends un exemple. Si j'avais écrit un test où j'avais dit, je m'attends à avoir l'entier 2 comme résultat de l'appel à une méthode, quand je vais écrire le code qui correspond à ça, bon, la première chose, bien sûr, je vais écrire la méthode, hein, comme ça j'aurai plus d'erreurs de compile déjà. Ça, c'est la première correction que je vais faire, mais mes tests seront toujours rouges, puisque pour l'instant, ça retourne toujours pas 2. Et la première chose que je vais écrire, et je vais m'astreindre à ça, je vais faire juste un return 2, vraiment en dur
2 et que ça. Donc là, comme de cette manière-là, j'ai vraiment répondu directement aux besoins qui étaient exprimés dans le test. Et là, je m'arrête là. Mon test est vert, donc j'arrête là. Je vais enfiler ma troisième casquette qui est le gars qui dit bah, j'ai envie de faire du code propre. Bon, faire plus propre que return 2, ça va être difficile. Donc là, je vais passer le relais à la quatrième casquette qui est optimisée CPU mémoire. Bon, ça va aller, hein. On n'est pas sur de la grosse consommation quand on fait du return 2. Donc là, je reprends la casquette du premier gars qui était le côté utilisateur. Et je me dis, ouais, effectivement, je voulais 2, mais pas dans tous les cas. Il y a un cas particulier dans lequel je veux peut-être 3 ou 4. Donc je vais prendre un deuxième cas particulier et juste me dire, bah ouais, dans ce cas-là, je veux obtenir 3. Ok, j'ai fini ma partie testeur, je reprends ma casquette de développeur et je vais écrire le code qui dit bah voilà, tout simplement if j'ai le cas pour retourner 3, je fais un return 3, sinon je fais un return 2. Et surtout je m'arrête là, j'essaie pas de faire plus compliqué que ça, puisque mon test est passé au vert, donc je m'arrête. Et j'enfile ma casquette de monsieur propre, où je vais dire oui bon d'accord, il y a un if, c'est joli, mais en fait, je vais peut-être essayer de réorganiser mon code pour qu'il soit plus facile à lire, plus sympa. Je vais peut-être faire du polymorphisme justement pour traiter le cas particulier qui doit retourner 3, etc. Bref, je fais quelque chose d'un peu plus sympa à regarder. Et ensuite, je repasse la casquette au monsieur optimisation qui va essayer d'optimiser la conso mémoire, etc. Et je vais boucler comme ça, autant de fois que nécessaire, pour arriver jusqu'à remplir tout ce que devait faire mon application. Donc vraiment, un TDD, c'est ça, c'est vraiment se dire, c'est les tests, en fait, au fur et à mesure, qui vont venir décrire ce que doit faire mon application, et à chaque fois, j'implémente au fur et à mesure ce qui doit aller en face. Donc vraiment, l'avantage du TDD, c'est ça. Alors déjà, le premier avantage, c'est de se dire, du coup, j'ai une super bonne couverture de code, puisque je me suis forcé à écrire les tests d'abord, du coup, je suis sûr d'avoir le temps de les écrire. Je me suis pas laissé avoir et avoir plus de temps, d'être arrivé au jour de la date de livraison pour écrire mes tests, et là forcément j'ai plus le temps. Après ça peut être lié à plein de raisons, hein. Ça peut être le besoin à changer au fur et à mesure, ou je me suis lancé dans une refacto à un moment donné et ça s'est mal fini, j'ai passé 3 jours à récupérer mon code avant de le réussir à faire marcher. Voilà, ça vraiment le premier avantage du TDD, c'est qu'on est sûr d'avoir une couverture de test, peu importe ce qui va se passer dans le projet. Deuxième, c'est quand on fait nos refactos, on va les faire au fur et à mesure. Et du coup, on est tout le temps couvert par les tests. Donc on est tranquille quand on fait une refacto, il suffit de jouer les tests, s'assurer qu'on est toujours vert. Puisque à chaque fois qu'on fait de la refacturation, qu'on réorganise notre code, on va toujours jouer les tests en permanence pour essayer de faire en sorte qu'on soit toujours vert et qu'on n'ait rien cassé. Si à un moment donné on a du rouge, hop hop hop, on revient en arrière et on perd pas beaucoup de temps. Et un des gros avantages aussi de travailler en TDD, c'est que du coup on va être sûr d'avoir répondu aux besoins et surtout de ne pas avoir cherché à faire 12 000 choses qui n'étaient pas demandées par le besoin, de vraiment s'être concentré sur le besoin, puisqu'on a à chaque fois répondu uniquement à ce qui était demandé par le test qu'on avait écrit. Donc on est sûr de ne pas avoir écrit du code qui ne sert pas, de ne pas avoir essayé de spéculer sur ce qui pourrait se passer un jour, et donc je vais écrire... Non, on s'est vraiment concentré sur ce qu'on devait faire là aujourd'hui et maintenant. Donc on a aussi gagné du temps sur cette partie-là. On se pose pas de questions. Voilà ce que c'est TDD. On est arrivé de ma présentation, donc merci de m'avoir écouté. Et voilà, c'est l'occasion. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un des principes, je vous écoute.